Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un challenge sur les tableaux à une dimension en langage C++. Alors, on va découvrir ensemble l'énoncé du challenge. Donc, le titre, c'est liste des permutations possibles. Donc, on dispose d'un tableau d'entiers. Le but, c'est d'écrire une fonction qui prend en paramètre ce tableau et qui renvoie la liste de toutes les permutations possibles des éléments de ce tableau. Donc, je rappelle que le nombre de permutations possibles d'un tableau de n éléments, c'est n factoriel. Donc, il faudra générer tous ces n factoriels, ta permutation ou ta liste d'éléments. Donc, pour écrire un tel algorithme ou un tel programme, en fait, l'algorithme ou l'idée de base, vous pouvez la trouver sur Internet, sur Wikipédia par exemple. Ça a été découvert euh, dans les environs du XIVe siècle. Donc en fait, les étapes, elles sont décrites ici sur Wikipédia. Vous pouvez juste taper permutation. Ensuite, vous allez dans Generation in Lexicographic Order et vous allez tomber sur ces 4 étapes. Donc je vais les copier et les coller, les mettre en commentaire quelque part ici. Je vais les mettre en commentaire. Ensuite, en fait, je vais me baser sur ces étapes-là pour écrire ma fonction. Donc, l'étape suivante, je vais écrire d'abord le prototype de ma fonction. Donc, comme ma fonction retourne une liste de permutations, chaque permutation est une liste ou un tableau d'éléments. Donc, ça va être donc vecteur de vecteur d'entier. Donc, c'est un tableau de tableau d'entier. Ensuite, je vais l'appeler liste permutation et ça va prendre un vecteur. Vecteur, je vais l'appeler array par exemple. Donc ça, c'est le prototype de ma fonction. Alors juste un mot ici, j'ai pas utilisé de référence, tout simplement, enfin j'ai préféré le mettre en valeur ici. Donc il y aura une copie d'objet, il y aura une création d'objet quand on appelle cette fonction. De toute façon, en fait, j'ai besoin d'un tableau d'entier sur lequel travailler. Soit je le mets en référence, ensuite je le copie à l'intérieur du code pour travailler dessus, soit je le mets directement comme ça, c'est un passage en valeur, et je travaille sur ce paramètre-là. Donc je copie le prototype et je viens dans source.cpp et je colle ce prototype. Donc j'enlève les std parce que au tout début de mon fichier, j'ai fait using namespace std. Donc vector est connu, le terme vector est connu. Donc maintenant, ça c'est ma liste de permutations. C'est ma fonction liste de permutations. Donc déjà, je prépare une valeur, un vecteur de vecteur res, c'est le résultat qui va, c'est la variable qui va contenir le résultat. Ensuite, je fais return res. Maintenant, je viens voir ces 4 étapes. En fait, ces 4 étapes, elles me donnent plus exactement la permutation suivante. Plus exactement, elle me dit s'il existe une permutation et si c'est oui, bah, elle génère cette permutation-là. Donc, je vais créer une fonction qui va s'appeler nextPermutation et qui va prendre un vecteur array. Plus exactement, elle prend une référence vers un vecteur d'entier et ça retourne un booléen. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Tout simplement, elle prend un tableau, une référence vers un tableau, elle regarde si il existe encore une nouvelle permutation. Si c'est oui, elle modifie le tableau, donc comme c'est en référence, donc elle travaille sur le même tableau, et elle retourne vrai. Ça veut dire qu'il y a
une nouvelle permutation. Si c'est la dernière permutation, donc le tableau contient déjà la dernière permutation, donc il n'y a plus de permutation, il n'y a pas de next permutation, il n'y a pas de permutation suivante, ça va retourner false. Donc justement, ces 4 étapes, je vais les traduire en algorithme, en programme C++. Donc ici, on vous demande, la première étape, c'est de trouver l'indice K, le plus grand indice K, tel que A de K inférieur strictement à A de K plus 1. Donc, je déclare une variable qui s'appelle K, qui est initialisée à -1. Ensuite, je fais for int i égale 0, i inférieur strictement array.size, -1. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, je fais if array de i inférieur strictement à array de i plus 1, k reçoit i. Alors, je m'arrête ici à array.size -1 parce que tout simplement, si je vais jusqu'à array.size, ben, je ne pourrai pas écrire cette expression. Ça veut dire que je dépasse la borne sup du tableau. Et du coup, c'est pas bon. Donc, il faut que je m'arrête avant ça. Dès que cette condition est vraie, ben, j'affecte la valeur i à k. Donc, comme ça, je suis sûr, à la fin de la boucle, je suis sûr que j'aurai dans k le plus grand indice tel que cette condition est vérifiée. Donc maintenant, pour voir si on a trouvé un tel indice, je vais tester k. Si k est égal à -1, je fais return false. Ça veut dire que j'ai parcouru tout le tableau et je n'ai trouvé aucun indice qui satisfait cette condition. Tout simplement, ça veut dire que le tableau est trié dans le sens descendant. C'est-à-dire qu'on commence par le plus grand élément, ensuite on descend jusqu'au plus petit. Et donc ça, c'est vraiment la dernière permutation. Maintenant, ici dans le else, qui est un else implicite, on va voir la deuxième étape de notre programme. Donc ici, le but, c'est d'écrire, ou plutôt de trouver le plus grand indice L, qui est plus grand que K, tel que A de K inférieur strictement à A de L. Donc je vais définir le L, qui est égal à K plus 1. Il doit être plus grand que K. De toute façon, on sait que A de K plus 1 est supérieur à A de K. On le sait de cette boucle-là. Par contre, il faut trouver le plus grand indice L. Donc, je commence à partir de K plus 1. Ensuite, je fais for int i égale L plus 1. I inférieur strictement à array.size i plus plus. Ensuite, if array de K inférieur strictement array de i, je fais L reçoit i. Donc là, après cette boucle, je suis sûr de trouver dans L le plus grand indice tel que cette condition est vérifiée. Maintenant, on me demande de faire la permutation entre ces deux valeurs-là, A de K et A de L. Donc je vais le faire normalement, temp égale array de K, ensuite array de K reçoit array de L, ensuite array de L soit temp. Donc là, la permutation est faite. Maintenant, on vous demande de faire le swap ou d'inverser la séquence entre K plus 1, l'élément K plus 1 du tableau jusqu'au dernier élément tout en l'incluant. On peut appeler tout simplement reverse. Alors, reverse array.begin, on lui donne un itérateur array.begin plus k plus 1, parce que array.begin, ça nous donne un itérateur qui pointe le premier élément du tableau. Je fais plus k plus 1
ça me donne tout ça me donne un itérateur qui pointe l'élément d'indice k plus 1. Ensuite, array.end. Donc, cette fonction reverse, ça va inverser, ça va inverser l'ordre de cette séquence-là, l'ordre des éléments de cette séquence entre k plus 1 jusqu'à la fin. Ensuite, là, on vient tout juste de construire de préparer la nouvelle permutation, et donc je fais return true. Donc voilà. Maintenant, je viens dans liste permutation. Il est essentiel que le tableau array soit trié au départ. Donc, je fais sort array.begin, array.end. Donc, il faut qu'il soit vraiment trié. Ensuite, je fais while next permutation de array. Alors, je vais expliquer ça. Donc, avant d'appeler la fonction next permutation, il faut que j'ajoute la configuration actuelle, parce que c'est la toute première configuration qu'on vient de générer, ou qui existe déjà. On l'ajoute à la variable res. Parce que si j'appelle next permutation, ben, je vais perdre la première permutation possible. Donc, quand j'appelle next permutation, soit elle me retourne vrai et elle construit la nouvelle permutation dans array. Donc, je vais mettre directement pushback ici, array. Array, juste comme ça. Soit elle me retourne false, ça veut dire qu'elle ne trouve aucune... on a atteint la dernière permutation et donc ça retourne false. Et dans ce cas, while, on sort de la boucle while. Et après ça, on retourne res, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà pour les deux fonctions, ou plus exactement la fonction list permutation. Alors, juste une petite remarque ici, next permutation, je ne l'ai pas écrite dans... j'ai pas écrit le prototype de la fonction next permutation dans header.hpp, tout simplement parce que c'est une fonction interne, c'est-à-dire que j'en ai besoin pour écrire list permutation ici. Donc, ce n'est pas une fonction que je peux appeler depuis le main.cpp. Je vais l'appeler elle est connue dans source.cpp, c'est-à-dire que la fonction list permutation peut la trouver. Par contre, elle n'est pas connue dans main.cpp. Donc, c'est un peu une fonction interne qui a une visibilité limitée au fichier source.cpp. Et tant mieux, c'est ce que je veux de toute façon. Deuxième remarque, ici c'est array, c'est une référence, ça permet en fait de copier une référence. Donc quand j'appelle ici array, en réalité je travaille sur un seul vecteur d'entier. J'ai ce vecteur là qui a été copié, ensuite je trie ces éléments, ensuite je l'ajoute au tableau R, à chaque fois que je le donne au tableau res. À chaque fois que j'appelle next permutation, je donne une référence au tableau array et non pas une copie du tableau. Et du coup, ça me permet de travailler sur le même tableau sans en créer d'autres tableaux en fait. Donc voilà. Donc c'est important également d'analyser la complexité de ces deux fonctions. Donc la première fonction, en fait, c'est très simple. Donc cette boucle, elle nous fait O de n. Ensuite, O de n. La permutation, c'est O de 1. Et reverse, dans le pire des cas, ça nous fait O de n. Donc, et dans le pire des cas, en fait, ça nous donne O de 3 fois n. Et ça nous donne une complexité égale à O de n. 3 fois n égale à O de n de toute façon. La complexité, donc ça c'est la complexité temporelle. La complexité spatiale, en fait, c'est O de 1. C'est O de 1. Tout simplement, ici, on ne travaille pas sur une variable locale.
enfin les variables locales sur lesquelles on travaille, ce sont juste K et L et temp. C'est tout. Éventuellement le i ici, les indices de la boucle. Mais array, en fait, c'est juste une référence, donc ça fait partie donc c'est une variable de la fonction appelante et non pas de la fonction next permutation. Donc la complexité spatiale, c'est exactement O de 1 parce que on a juste quoi 4 variables maximum. Ensuite, ici, on va analyser la complexité temporelle d'abord, la complexité. Donc ça nous donne au pire, dans le moyen des cas, c'est O de log n, n log n, pardon. Ensuite, ça nous fait, en fait ici, les permutations, on sait qu'il y a O de n. La boucle while, ça nous fait O de factoriel n, et du coup fois n. Tout simplement, on sait qu'il y a n factoriel permutations, et chaque permutation, ça nécessite O de n pour la générer. Et du coup, c'est O de n fois n factoriel. Donc ça, comme c'est le factoriel qui l'emporte sur le factoriel n fois n qui l'emporte sur le n log n, bah du coup la complexité temporelle c'est O de n fois n factoriel. Et pour la complexité spatiale, ça nous fait donc c'est en fait c'est res et c'est array. Array ça nous fait en fait c'est plutôt res qui prend tout, hein. C'est res, ça contient n factoriel permutation, n factoriel fois, et chaque permutation elle est sur n et du coup c'est n factoriel fois n. Donc c'est la même complexité, que ça soit temporelle ou spatiale, c'est exactement la même chose. Donc maintenant je compile pour voir ce que ça donne. Bon, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je viens dans main.cpp, je génère, je crée un tableau, je vais l'appeler A, égale, je vais prendre par exemple 4 valeurs, parce que si je prends un tableau très grand, n factoriel, ça va être vraiment très très grand. Le résultat va être, il y aura beaucoup de choses à afficher, quoi. Res reçoit list permutation de A. Ensuite, en fait ici, que ça soit trié ou non trié, c'est pareil. De toute façon, list permutation, on va trier au début. Ensuite, je fais print 2D de res. Je recompile. Donc ça nous donne ça. Donc en tout c'est n4 factoriel. Ça nous fait toutes les permutations. Je peux ici changer par exemple 4, 3. Et ça va nous donner exactement le même résultat en fait. Je recompile. Ça nous donne exactement le même résultat. Tout simplement parce que list permutation va faire le tri avant de générer la liste des permutations. Donc voilà pour cette vidéo, on arrive à la fin. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous a plu également. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager et la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.